Dans le hall animé de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, un murmure de suspicion flottait comme une brise toxique, s'enroulant autour de Claire Dubois, une femme noire élégante, debout devant le comptoir d'embarquement de la compagnie aérienne Étoile d'Azur. Le mot « frauduleux » avait été prononcé, jeté dans l'air par une agente de bord, Élodie Martin, dont le regard perçant semblait disséquer le billet de première classe que Claire venait de présenter. Les passagers à proximité, tirés de leur routine matinale, tournaient discrètement la tête, leurs yeux scrutant cette femme dont la simple présence semblait défier l'ordre implicite du lieu. Claire, vêtue d'un tailleur gris perle d'une sobriété raffinée, restait impassible, ses mains croisées calmement devant elle, son visage dénué de toute trace de colère ou d'indignation. Pourtant, l'humiliation était là, palpable, orchestrée avec une précision presque théâtrale par Élodie, qui, d'un ton sec, lança « Madame, veuillez vous écarter. Nous devons vérifier ceci. » La phrase, prononcée avec une autorité exagérée, résonna dans le terminal, attirant davantage l'attention. Claire, sans un mot de protestation, obéit, son regard fixé sur un point invisible, comme si elle refusait de donner à Élodie la satisfaction d'une réaction. Mais, au fond d'elle, une tempête se préparait, une tempête qui, en quelques heures, allait ébranler les fondations d'une industrie entière et révéler au grand jour un système de préjugés qui prospérait dans l'ombre. Ce n'était pas une simple vérification de billets. C'était une mise à l'épreuve de son droit d'exister dans un espace réservé, selon certains, à une élite qui ne lui ressemblait pas. Et dans cette confrontation silencieuse, une question planait. Qu'est-ce qui avait poussé Élodie, puis la capitaine Sophie Garnier, à transformer une passagère ordinaire en cible? La réponse, Claire le savait, résidait dans une vérité qu'elle portait sur sa peau, une vérité qui, ce jour-là, allait déclencher un scandale retentissant. Claire Dubois n'était pas une femme ordinaire, bien qu'elle ait choisi, ce matin-là, de voyager sans l'aura de son titre. À Paris, elle était connue comme une juge respectée, une magistrate de la cour d'appel, dont les décisions fermes mais équitables avaient forgé sa réputation dans les cercles judiciaires. Ce jour-là, elle se rendait à New York pour une conférence internationale sur la justice pénale, un événement où elle devait prendre la parole devant des homologues du monde entier. Pour une fois, elle avait décidé de laisser son badge professionnel dans sa valise, soigneusement rangé dans une poche intérieure, et de voyager comme une citoyenne lambda. Juste une passagère, rien de plus, s'était-elle murmurée en refermant la porte de son appartement parisien, un élégant logement du 6e arrondissement, où les murs étaient ornés de gravures anciennes et d'une photo encadrée de sa fille, Élise, souriant lors de sa remise de diplôme. Claire avait opté pour une tenue discrète, un tailleur cintré, un foulard en soie noué avec cette élégance naturelle que les Parisiens cultivent, et une paire de mocassins en cuir noir. Rien dans son apparence ne criait l'autorité, mais tout en elle respirait une dignité tranquille, une assurance forgée par des années à naviguer dans des systèmes conçus pour douter d'elle. En vérifiant son application de voyage la veille, elle avait souri en voyant la notification. « Félicitations! Votre surclassement en première classe est confirmé. » Un petit luxe qu'elle s'était offert, un moment de répit après des mois de travail acharné. Mais ce qu'elle ignorait, en franchissant les portes vitrées de l'aéroport, c'était que ce billet de première classe allait devenir le catalyseur d'une confrontation qui changerait sa vie et celle de bien d'autres. Le terminal 2E de Charles de Gaulle bourdonnait d'une énergie matinale. Les voyageurs, un mélange cosmopolite d'hommes d'affaires en costume, de familles chargées de valises et de touristes émerveillés, se pressaient vers leurs portes d'embarquement. Claire, son bagage à main roulant doucement derrière elle, avançait avec la démarche assurée d'une habituée des voyages. Elle remarqua, près d'un panneau d'affichage, une famille vietnamienne, un couple, Monsieur et Madame Nguyen et leurs 3 enfants, visiblement désorientés. La mère, tenant un plan de l'aéroport, parlait à voix basse à son mari, tandis que leurs enfants, âgés de 6 à 12 ans, s'agitaient. Sans hésiter, Claire s'approcha, un sourire chaleureux aux lèvres. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle en français avant de passer au vietnamien.
Une langue qu'elle avait apprise des années plus tôt lors de son travail bénévole dans des associations communautaires à Belleville. La surprise éclaira le visage de Madame Nguyen, qui expliqua qu'il cherchait la porte d'embarquement pour Hanoï. Claire traduisit les indications, pointa la bonne direction et rassura les enfants avec quelques mots gentils. La mère saisit sa main en signe de gratitude, un geste simple mais chargé d'humanité. Ce moment de connexion, si naturel pour Claire, n'échappa pas à l'œil perçant de la capitaine Sophie Garnier, qui traversait le terminal, son képi de pilote sous le bras, son uniforme impeccablement repassé exudant une autorité incontestée. Sophie s'arrêta, observant la scène avec une moue de dédain. « Quand vous aurez fini, nettoyez ce café renversé près du salon », lança-t-elle à Claire, sans même attendre qu'elle se retourne. Sa voix, forte et autoritaire, portait l'assurance de quelqu'un habitué à être obéi sur le champ. Claire se redressa, son regard croisant celui de Sophie. « Je suis passagère, pas employée de l'aéroport », répondit-elle calmement, sans une once d'agressivité. Le ton était factuel, presque pédagogique, mais Sophie ne s'y a pas. « Vous vous ressemblez tous dans ce terminal », marmonna-t-elle, assez fort pour être entendue, avant de poursuivre son chemin, laissant derrière elle une insulte qui flottait comme une fumée âcre. Monsieur Nguyen, comprenant le sous-texte, posa une main compatissante sur l'épaule de Claire, mais elle secoua légèrement la tête, un sourire rassurant aux lèvres. 20 ans dans le système judiciaire lui avaient appris à choisir ses batailles. Celle-ci, pour l'instant, ne valait pas la peine, mais la bataille, qu'elle le veuille ou non, avait déjà commencé. Au contrôle de sécurité, Claire fut aléatoirement sélectionnée pour un contrôle approfondi. L'agent, un homme d'une trentaine d'années nommé Thierry, portant des gants bleus, lui demanda de s'écarter. « Contrôle aléatoire, madame », dit-il, évitant son regard. Aléatoire. Le mot sonnait creux alors que des hommes d'affaires blancs, une vieille dame européenne et un adolescent chargé d'électronique passaient sans encombre. Thierry fouilla son bagage à main avec une lenteur délibérée, dérangeant ses affaires soigneusement rangées. Des vêtements pour 3 jours, une trousse de toilette transparente, des documents pour la conférence et un petit carnet de cuir où elle notait ses pensées. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en brandissant un flacon de crème hydratante, sa voix assez forte pour attirer l'attention des autres voyageurs. « Ma crème pour le visage », répondit Claire, son ton toujours mesuré. Elle remarqua, depuis la file prioritaire qu'elle aurait dû emprunter grâce à son statut de voyageuse fréquente, Sophie Garnier qui observait la scène avec un sourire satisfait. « La sécurité sait qui vérifier », murmura-t-elle à un autre pilote à ses côtés, assez fort pour que Claire l'entende. L'autre pilote, un homme aux tempes grisonnantes, acquiesça sans un mot, complice par son silence. Après 10 minutes d'une fouille inutile, Thierry repoussa le bagage vers Claire. « Vous pouvez y aller », marmonna-t-il, sans s'excuser pour le désordre ou le retard. Claire referma sa valise, son visage impassible, mais son esprit enregistrait chaque détail. Les noms, les gestes, les regards. À la porte d'embarquement 47, où le vol étoile d'Azur 128 pour New York était annoncé à l'heure, l'atmosphère était différente. Les passagers de première classe, reconnaissables à leur bagage de marque et leur assurance désinvolte, formaient une file distincte. Claire s'avança, son billet électronique prêt sur son téléphone. Élodie Martin, l'agente au comptoir, portant une broche en forme d'ailes argentées, leva les yeux. Son regard glissa sur Claire, puis sur Sophie Garnier, qui se tenait à quelques mètres, feignant de consulter des documents. Une communication silencieuse passa entre elles, un échange que Claire, habituée à décoder les signaux subtils dans les salles d'audience, perçut immédiatement. « L'embarquement économique commence dans 45 minutes », annonça Élodie, assez fort pour que les têtes se tournent. Le sous-entendu était clair. Claire n'avait pas sa place ici. Sans un mot, Claire posa son téléphone sur le comptoir, l'écran affichant son billet de première classe, siège 2A. Élodie prit l'appareil, le scruta comme s'il s'agissait d'un artefact suspect, le tournant sous la lumière. « Ça semble inhabituel », déclara-t-elle, prolongeant le moment pour maximiser l'embarras. « Y a-t-il un problème avec mon billet ?» demanda Claire, sa voix calme, dénuée de toute défiance.
Élodie tapa sur son clavier avec une lenteur exagérée, jetant des coups d'œil à Claire, comme si elle s'attendait à la voir craquer. Pendant ce temps, 5 passagers blancs présentèrent leurs billets, reçurent un sourire et un « bon voyage » sans la moindre vérification. La différence de traitement était si évidente qu'elle en devenait grotesque. Un jeune homme, Antoine, un étudiant en droit d'une vingtaine d'années, observait la scène depuis la file d'attente. Assis sur un siège à proximité, il sortit discrètement son téléphone et commença à enregistrer, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas. Antoine, avec ses lunettes rondes et son sac à dos usé, avait grandi dans une banlieue multiculturelle de Paris. Il connaissait trop bien ces moments où l'injustice se drapait dans des formalités administratives. Il murmura à sa voisine, une femme d'affaires d'une quarantaine d'années. « Vous avez vu ça? Il la cible. » La femme haussa les épaules, mal à l'aise, mais ne dit rien. Élodie, sentant l'attention croissante, appela son superviseur, un homme nommé Julien, d'un ton théâtral. « Je pense que nous avons un billet frauduleux. » Le mot « frauduleux » frappa comme un coup de fouet, attachant à Claire une étiquette de suspicion. Julien, un employé chevronné à l'air las, consulta l'écran. « Le billet est valide », confirma-t-il, montrant les détails à Élodie. « Première classe, siège 2A, acheté il y a 3 semaines. La passagère est membre platine. » Élodie pinça les lèvres, déçue. « Vous êtes sûr? Ça ne semble pas correct. » insista-t-elle, laissant entendre que certaines personnes n'avaient pas leur place en première classe, peu importe la validité de leur billet. C'est alors que Sophie Garnier entra en scène, son uniforme de capitaine imposant une autorité presque monarchique. « Y a-t-il un problème avec l'embarquement » demanda-t-elle, comme si elle n'avait pas orchestré la situation depuis le début. Élodie lui tendit le billet. « Cette femme a ce qui semble être un billet de première classe. » dit-elle, mettant l'accent sur « cette femme » d'une manière qui déshumanisait Claire. Sophie prit le billet, l'examina avec un dédain ostensible. « Comment l'avez-vous obtenu » demanda-t-elle à Claire, sa voix chargée d'une accusation implicite. « Ce sont des billets coûteux. » La question était une insulte déguisée, suggérant que Claire ne pouvait pas se permettre un tel luxe. « Je l'ai acheté avec mon argent » répondit Claire, ajoutant avec une pointe de fermeté. Bien que cela ne soit pas pertinent. Sophie plissa les yeux. « Nous devons vérifier votre moyen de paiement. La fraude est courante, » dit-elle, insistant sur le mot « fraude » pour que les passagers associent Claire à un crime. Julien, mal à l'aise, intervint. « Capitaine, le billet est confirmé dans le système. » Mais Sophie balaya son objection. « Je suis responsable de la sécurité du vol, » déclara-t-elle. « Vérifiez encore. » 10 minutes s'écoulèrent, 10 minutes d'humiliation silencieuse, tandis que les autres passagers embarquaient sans entrave. Enfin, autorisée à monter à bord, Claire avança dans la passerelle, sentant le regard de Sophie dans son dos. L'espace confiné de la passerelle offrait une scène parfaite pour la prochaine étape de l'escalade. Soudain, Sophie saisit le bagage à main de Claire. « Ce sac est trop grand », déclara-t-elle, bien que le bagage respectât les normes de la compagnie. « Veuillez ne pas toucher mes affaires personnelles, » dit Claire, sa voix ferme mais contrôlée. Mais Sophie, piquée par ce qu'elle percevait comme un défi, tira violemment sur le sac, le faisant tomber. Les affaires de Claire, vêtements, documents, un petit carnet, se répandirent sur le sol. « Qu'est-ce que vous cachez là-dedans » demanda Sophie, donnant un coup de pied dans la trousse de toilette. Plusieurs passagers, dont Antoine, sortirent leur téléphone pour filmer. « Vous êtes agressive », accusa Sophie, bien que Claire n'eût pas bougé. « Je vais porter plainte », répondit Claire, sa voix basse mais résolue. Antoine, toujours en train de filmer, murmura « C'est scandaleux ». Claire atteignit enfin son siège, 2A, en première classe. Elle rangea son bagage sous le siège, gardant ses affaires près d'elle après l'intrusion de Sophie. Mais le harcèlement ne s'arrêta pas. Élodie, désormais à bord, ignorait Claire, servant les autres passagers avec des sourires chaleureux tout en passant devant elle comme si elle était invisible. Claire appuya sur le bouton d'appel, mais Élodie l'éteignit sans un regard. Un passager, un homme d'affaires nommé Marc, intervint. « Excusez-moi, la dame a demandé de l'eau plusieurs fois. » Élodie répondit avec un sourire crispé. « Je m'en occuperai quand j'aurai le temps. »
Puis Sophie réapparut, annonçant une vérification de sécurité qui n'avait rien de routine. Elle s'arrêta devant Claire. « Il doit y avoir une erreur », dit-elle, assez fort pour que toute la cabine l'entende. « Les gens comme vous n'ont pas leur place en première classe sur mon avion. » Le silence s'abattit. Claire, toujours calme, répondit. « Que voulez-vous dire par « les gens comme moi » ?» La question était un piège, et Sophie s'y engouffra. « Vous savez très bien ce que je veux dire », rétorqua-t-elle. Les passagers, choqués, commencèrent à filmer. Élodie tenta d'intervenir. Pas d'enregistrement pendant les vérifications de sécurité. Mais il était trop tard. La tension monta, et Sophie, perdant tout contrôle, pointa un doigt menaçant vers Claire. « Vous êtes perturbatrice », accusa-t-elle. Puis, dans un geste qui fit taire la cabine, elle gifla Claire, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre. Les passagers retinrent leur souffle. Claire, le visage impassible, porta lentement la main à sa poche intérieure. Ce qui allait suivre allait renverser l'ordre des choses, exposant une vérité que Sophie n'avait jamais anticipée. Le claquement de la gifle résonnait encore dans la cabine de première classe du vol Étoile d'Azur 128, figé dans l'air comme une note discordante dans une symphonie. Les passagers, pétrifiés, tenaient leur téléphone en l'air, capturant l'instant où la capitaine Sophie Garnier, dans son uniforme impeccable, venait de frapper Claire Dubois, une femme noire, assise calmement dans le siège 2A. Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait étouffer le bourdonnement des moteurs en attente. Sophie, le visage empourpré par une colère qu'elle ne maîtrisait plus, pointa un doigt tremblant vers Claire. « Elle a atteint quelque chose, une arme peut-être !» cria-t-elle, sa voix stridente trahissant une tentative désespérée de justifier l'injustifiable. Mais Claire, la joue encore brûlante de l'impact, ne bougea pas. Lentement, avec une dignité qui contrastait avec la violence de l'acte, elle acheva le geste interrompu par la gifle. De la poche intérieure de sa veste, elle sortit non pas une arme, mais un badge, un insigne doré, frappé des armoiries de la République française, celui d'une magistrate de la Cour d'appel de Paris. Elle le tint en l'air, sans un mot, laissant l'objet parler pour elle. La lumière des plafonniers se refléta sur le métal, projetant un éclat qui sembla transpercer l'arrogance de Sophie. Un murmure parcourut la cabine, d'abord discret, puis plus audible, tandis que les passagers comprenaient ce qui se passait. « C'est une juge !» chuchota une femme en 1B. « Une magistrate !» ajouta l'homme d'affaires Marc, assis à côté de Claire, sa voix teintée de stupeur. Sophie, elle, restait figée, son assurance s'effritant comme un château de sable sous la marée. Dans cet instant suspendu, la vérité éclata. La femme qu'elle avait humiliée, accusée, frappée, n'était pas une simple passagère, mais une figure d'autorité bien plus puissante qu'elle ne le serait jamais. Ce qui avait commencé comme un acte de discrimination ordinaire allait devenir une tempête médiatique, judiciaire et sociale, une tempête que Claire Dubois, avec son calme inébranlable, était sur le point de diriger. Le premier à briser le silence fut un officier de sécurité de l'aéroport, Paul Renaud, un homme d'une quarantaine d'années, au visage buriné par des années de service. Il s'était précipité dans la cabine après avoir été appelé par Élodie Martin, la chef de cabine, qui avait relayé l'ordre de Sophie d'expulser une passagère perturbatrice. Mais en voyant Claire, assise avec une composure presque surnaturelle, et Sophie, visiblement agitée, Paul comprit que la situation était loin d'être ce qu'on lui avait décrit. « Madame, veuillez confirmer votre identité », dit-il à Claire, son ton professionnel mais teinté de prudence. Claire tendit son badge, qu'il examina avec soin. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Madame la juge Dubois », murmura-t-il, sa voix portant une révérence instinctive. Il se tourna vers Sophie, dont le visage blêmissait à vue d'œil. « Capitaine Garnier, vous venez de frapper une magistrate de la cour d'appel. Reculez immédiatement. » Sophie ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Ses mains, qui tremblaient maintenant, retombèrent le long de son corps. Paul décrocha sa radio avec une rapidité née de l'urgence. « J'ai besoin de renfort à la porte 47, immédiatement. La capitaine Sophie Garnier est placée en détention pour agression sur une magistrate. » Le mot « détention » frappa Sophie comme un coup de massue.
Elle recula d'un pas, heurtant le mur de la cabine, son uniforme soudainement trop grand pour elle, comme si son autorité s'était évaporée avec sa crédibilité. Les passagers, jusque-là spectateurs muets, commencèrent à réagir. Antoine, l'étudiant en droit qui avait discrètement filmé l'incident depuis le début, téléchargea sa vidéo sur son téléphone, prêt à la partager. « C'est insensé », murmura-t-il à sa voisine, la femme d'affaires, qui avait haussé les épaules plus tôt. Cette fois, elle hocha la tête, visiblement secouée. « Je n'ai jamais vu ça », dit-elle, son ton mêlant honte et incrédulité. À quelques rangées de là, une nouvelle figure émergea. Camille, une jeune hôtesse de l'air récemment embauchée par Étoile d'Azur. Âgée de 23 ans, avec des cheveux blonds attachés en un chignon impeccable, Camille avait observé la scène depuis le galet, partagée entre son devoir d'obéir à Sophie et un malaise grandissant. Elle n'avait pas participé au harcèlement de Claire, mais son silence la rongeait. Lorsque Paul menotta Sophie, Camille prit une décision impulsive. Elle s'approcha de l'officier, ses mains tremblantes. « Monsieur, je peux témoigner, » balbutia-t-elle. « J'ai vu comment ils l'ont ciblé, dès le terminal. Ce n'était pas un hasard. » Paul la regarda, surpris, mais reconnaissant. « Restez à disposition, mademoiselle. Votre déposition sera cruciale. » Camille hocha la tête, sentant un poids se lever de ses épaules, même si elle savait que son témoignage risquait de compromettre sa carrière naissante. Pendant ce temps, Claire restait assise, son badge reposant sur ses genoux. Elle sortit un carnet de cuir de son sac et commença à écrire, notant chaque détail de l'incident. Les noms d'Élodie, Sophie, Julien, les horaires, les mots exacts prononcés. Ses années de magistrate lui avaient appris l'importance des preuves contemporaines, des faits consignés à chaud, inattaquables. Elle écrivait avec une précision chirurgicale, mais ses mains, si elles restaient fermes, portaient la tension d'une femme qui savait que ce combat ne faisait que commencer. Marc, l'homme d'affaires à ses côtés, se pencha légèrement. « Madame, je suis désolé pour ce qui vous arrive. Si vous avez besoin d'un témoin, je suis là. » Claire lui adressa un sourire discret. « Merci, monsieur, j'apprécie. » Mais son regard restait fixé sur son carnet, comme si elle puisait dans cette tâche méthodique la force de rester ancrée face à l'humiliation publique qu'elle venait de subir. Dehors, dans le terminal, la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Un autre personnage entra en scène. Lucas, un journaliste indépendant d'une trentaine d'années, qui se trouvait à bord pour un reportage sur les tendances du voyage post-pandémie. Grand, avec une barbe mal taillée et un appareil photo en bandoulière, Lucas avait filmé l'incident depuis le siège 3A. Dès que Sophie fut escortée hors de l'avion, menottes au poignet, il envoya sa vidéo à son rédacteur en chef, accompagné d'un message laconique. Scandale à Charles de Gaulle. Capitaine agresse une juge noire. Ça va exploser. Quelques minutes plus tard, la vidéo était en ligne sur un site d'actualité, accompagnée d'un titre choc. Discrimination et violence à bord d'un vol Étoile d'Azur. Une juge agressée par la capitaine. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Sur Twitter, le hashtag #JusticePourClaire commença à grimper, porté par des milliers d'internautes indignés. Des captures d'écran de la vidéo circulaient, montrant le visage de Sophie au moment de la gifle, figé dans une expression de fureur incontrôlée. Lucas, toujours à bord, continuait de tweeter des mises à jour en direct, transformant l'incident en un événement mondial en temps réel. À bord, l'atmosphère était électrique. Élodie, qui avait assisté à l'arrestation de Sophie depuis le galet, tenta de reprendre le contrôle. « Mesdames et messieurs, restez calmes », dit-elle dans l'interphone, sa voix tremblante. « Nous procédons à un changement d'équipage pour assurer la sécurité du vol. » Mais les passagers n'étaient pas dupes. Plusieurs d'entre eux, galvanisés par l'intervention de Marc, commencèrent à s'exprimer. « C'était du racisme pur et simple », lança une femme d'une cinquantaine d'années, assise en 4C. « Vous l'avez tous vu !» Un autre passager, un homme d'origine maghrébine, ajouta « Ça m'est arrivé aussi, l'an dernier, sur un vol de cette compagnie. Ils m'ont fait descendre sans raison. » Claire, toujours silencieuse, écoutait, son stylo glissant sur le papier.
Elle savait que ces témoignages, spontanés et bruts, seraient précieux. Elle nota également le nom de Camille, l'hôtesse qui avait proposé de témoigner, et celui d'Antoine, dont elle avait aperçu le téléphone en train de filmer. Ses alliés inattendus, surgis dans la tourmente, renforçaient sa détermination. Le directeur de l'aéroport, Bernard Leclerc, un homme corpulent au costume froissé, fit irruption à bord, alerté par les appels d'urgence. Son visage, rouge d'exaspération, trahissait la gravité de la situation. Il s'approcha de Claire, inclinant légèrement la tête en signe de respect. « Madame la juge Dubois, je suis profondément désolé, » commença-t-il, cherchant ses mots. « Ce qui s'est passé est inacceptable. » Claire leva les yeux de son carnet, son regard perçant. « Monsieur Leclerc, je veux que toutes les vidéos de sécurité soient préservées immédiatement. Terminal, porte d'embarquement, passerelle, cabine, chaque angle, chaque caméra. » Sa voix était calme, mais son ton ne laissait aucune place à la négociation. Bernard acquiesça, tapant frénétiquement sur sa tablette. « Bien sûr, madame, c'est déjà en cours. » Mais Claire n'avait pas fini. « Et je veux une liste complète des employés impliqués, de l'agent de sécurité au contrôle à la capitaine Garnier. » Bernard déglutit, conscient que l'incident allait bien au-delà d'une simple altercation. Quelques minutes plus tard, un appel vidéo interrompit Bernard. L'écran de sa tablette afficha le logo d'Étoile d'Azur, suivi du visage tendu de Philippe Moreau, le PDG de la compagnie. Âgé d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés et un costume sur mesure, Moreau était l'incarnation du pouvoir corporatif. Mais ce jour-là, son assurance habituelle semblait ébranlée. « Madame la juge Dubois, » commença-t-il, sa voix soigneusement modulée. « Au nom d'Étoile d'Azur, je vous présente mes excuses les plus sincères. Les actions de la capitaine Garnier ne reflètent en rien nos valeurs. » Claire l'interrompit, sa voix tranchante. « Monsieur Moreau, les excuses ne suffisent pas. Ce n'était pas un acte isolé, mais une série d'actions coordonnées impliquant plusieurs de vos employés sur une période prolongée. Je veux des mesures concrètes, pas des mots. » Moreau cligna des yeux, déstabilisé par la fermeté de Claire. « Nous suspendons immédiatement tous les employés impliqués, » promit-il. « Une enquête interne est déjà en cours. » Mais Claire savait que les enquêtes internes servaient souvent à protéger les puissants. Elle referma son carnet, un geste symbolique. « Nous verrons, monsieur Moreau, mais sachez que je ne laisserai pas cela se dissoudre dans des promesses creuses. » Autre sabre. Pendant ce temps, Élodie Martin fut approchée par 2 superviseurs d'Étoile d'Azur qui avaient embarqué discrètement. « Mademoiselle Martin, votre contrat est résilié avec effet immédiat, » annonça le plus âgé, un homme à l'air sévère. « Remettez votre badge et quittez l'avion. » Élodie, abasourdie, tenta de protester. « Mais j'ai suivi les ordres de la capitaine. » Le superviseur secoua la tête. « Vous avez participé à une discrimination ciblée. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. » Élodie, les larmes aux yeux, rendit son badge, escorté hors de l'avion sous les regards des passagers. À la porte d'embarquement, Julien, l'agent de contrôle, subit le même sort. Son badge fut confisqué et un nouvel agent prit sa place en quelques minutes. La machine corporative, habituellement lente, fonctionnait à une vitesse fulgurante, mue par la peur d'un désastre médiatique. Sophie Garnier, elle, était déjà dans une salle de détention de l'aéroport, menottes au poignet. Assise sur une chaise métallique, elle fixait le sol, son uniforme de capitaine désormais froissé, ses ailes dorées ternies par la disgrâce. 2 officiers de la police aux frontières l'interrogeaient, notant ses réponses laconiques. « Je pensais qu'elle était une menace », répétait-elle, mais ces mots sonnaient creux, contredits par les vidéos qui circulaient déjà en ligne. À l'extérieur, des journalistes, alertés par le scoop de Lucas, commençaient à se rassembler, leurs caméras braquées sur le terminal. Une annonce retentit dans l'aéroport. Tout le personnel d'Étoile d'Azur est requis pour une formation d'urgence sur les biais implicites. C'était une admission publique, maladroite mais révélatrice, des failles systémiques de la compagnie. À bord, un nouveau capitaine, un homme discret nommé Étienne, monta à bord,
suivi d'un équipage de remplacement. Les passagers, encore sous le choc, échangeaient des regards. Certains partageaient leurs vidéos avec les autorités, d'autres les envoyaient à leurs contacts, amplifiant la portée de l'incident. Claire, toujours en 2A, reçut un message d'Antoine, qui s'était approché timidement. « Madame, j'ai tout filmé. Si vous en avez besoin, je peux vous l'envoyer. » Claire lui sourit, un sourire qui mêlait gratitude et fatigue. « Merci Antoine. Envoyez-le à cette adresse. » Elle lui tendit une carte de visite, sobre mais élégante, portant son titre officiel. Antoine, impressionné, hocha la tête. Camille, de son côté, s'approcha à son tour. « Madame la juge, je suis désolé de ne pas avoir agi plus tôt, mais je vais tout dire, je le promets. » Claire posa une main rassurante sur son bras. « Votre courage compte, Camille. Merci. » Alors que l'avion se préparait enfin au décollage, retardé de plus d'1 heure, Claire regarda par le hublot, son carnet fermé sur ses genoux. Elle savait que ce n'était que le début, les vidéos, les témoignages, son propre récit. Tout cela formait une arme puissante, une arme qu'elle manierait avec la précision d'une magistrate. Ce qui s'était passé à bord n'était pas seulement une agression personnelle, mais la manifestation d'un système qui prospérait sur l'injustice silencieuse. Et Claire Dubois, avec son badge et sa détermination, était prête à le démanteler, pièce par pièce, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Dans une salle de conférence baignée de lumière, au cœur de New York, Claire Dubois se tenait devant une assemblée de juristes, de responsables des transports et de militants des droits civiques, sa silhouette élégante contrastant avec la gravité de son message. Vêtue de l'uniforme formel de magistrate, une robe noire ornée des insignes de la Cour d'appel de Paris, elle parlait avec une autorité tranquille, chaque mot pesé comme une sentence. Ce qui m'est arrivé à bord du vol Étoile d'Azur 128 n'était pas un incident isolé, déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. C'était le symptôme d'un système qui permet à l'injustice de prospérer sous le couvert de l'autorité. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour déplorer. Nous sommes ici pour transformer. Les applaudissements éclatèrent, spontanés, portés par une foule qui voyait en Claire non seulement une victime, mais une catalyseuse de changement. À ses côtés, des écrans diffusaient des extraits de la vidéo virale. La gifle de la capitaine Sophie Garnier, le badge doré de Claire brandi comme un bouclier, les menottes cliquetant autour des poignets de Sophie. Ces images, devenues emblématiques, avaient secoué l'industrie aéronautique, forçant une introspection brutale. Claire, en ce jour, n'était plus seulement une juge. Elle était devenue un symbole, une voix pour ceux qui, trop longtemps, avaient été réduits au silence dans les terminaux, les cabines et les passerelles du monde entier. Ce qu'elle avait enduré, l'humiliation, la violence, l'acharnement, s'était transformé en un levier pour démanteler les structures mêmes qui avaient permis ces abus. Et tandis qu'elle parlait, son regard portait l'assurance d'une femme qui savait que la justice, bien que lente, était désormais en marche, portée par des alliés inattendus, des vidéos virales et une volonté collective de ne plus détourner les yeux. Le chemin vers ce moment avait été semé d'embûches. Quelques semaines après l'incident, Sophie Garnier se tenait dans la salle 4B du tribunal de grande instance de Paris, son allure autrefois imposante, réduite à une silhouette frêle dans un tailleur bleu marine. Ses cheveux, jadis soigneusement coiffés sous son képi de pilote, pendaient sans éclat, et ses yeux évitaient le regard perçant de la juge Éliane Moreau, une magistrate réputée pour sa rigueur. La salle, bondée de journalistes et d'observateurs, vibrait d'une tension palpable. Sophie avait plaidé coupable à toutes les charges, agression, abus d'autorité et incitation à la discrimination. L'évidence était écrasante. Des dizaines de vidéos, des témoignages de passagers, la déposition accablante de Camille, la jeune hôtesse qui avait brisé le mur du silence. La juge Moreau, retirant ses lunettes dans un geste qui signalait un verdict imminent, fixa Sophie. « Madame Garnier, votre uniforme vous conférait une responsabilité, pas une immunité, déclara-t-elle, sa voix claire traversant la salle.
Vous avez trahi la confiance de vos passagers, de votre équipage et de l'industrie que vous représentiez. Ce tribunal vous condamne à 6 mois de prison avec sursis, 200 heures de travaux d'intérêt général dans des communautés marginalisées et une interdiction à vie d'exercer dans l'aviation. Un murmure parcourut l'assistance. Sophie baissa la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids d'une carrière pulvérisée. Pour Claire, présente dans la salle en tant que plaignante, le verdict n'était qu'un début. La punition individuelle, bien que nécessaire, ne suffisait pas. Ce qu'elle voulait, c'était un changement systémique, une refonte des pratiques qui avaient permis à Sophie et à d'autres d'agir avec une telle impunité. À quelques kilomètres de là, dans les bureaux vitrés du siège d'Étoile d'Azur, une autre bataille se jouait. Une nouvelle figure entra en scène. Amélie Laurent, une avocate de 30 ans, spécialiste des droits civils, dont les lunettes rondes et le chignon strict masquaient une détermination féroce. Amélie représentait Claire dans une action collective contre la compagnie aérienne, une plainte qui rassemblait non seulement les passagers du vol 128, mais des centaines d'autres voyageurs ayant subi des discriminations similaires. Le dossier, épais de milliers de pages, documentait des années de pratiques discriminatoires, des vérifications aléatoires ciblant les minorités, des refus d'embarquement injustifiés, des traitements différenciés en cabine. Lors d'une réunion tendue, Amélie affronta Philippe Moreau, le PDG, et son équipe juridique. « Votre compagnie a profité d'un système qui protégeait les puissants », lança-t-elle, posant sur la table une pile de témoignages. Vous pouvez nier, mais les vidéos, les données, les plaintes parlent d'elles-mêmes. Moreau, sous pression, tenta de négocier. « Nous sommes prêts à offrir une compensation financière, » dit-il, évitant le regard d'Amélie. Mais Claire, présente à la réunion, intervint. « L'argent ne répare pas la confiance brisée, Monsieur Moreau. Nous exigeons des réformes structurelles, des formations obligatoires, des systèmes de signalement anonyme et des sanctions immédiates pour tout employé impliqué dans des discriminations. » Après des semaines de négociations, Étoile d'Azur céda. Un règlement de 50 millions d'euros fut signé, le plus important du genre dans l'histoire de l'aviation européenne. Le fonds indemniserait les victimes, mais surtout, il financerait des initiatives pour transformer l'industrie, des programmes de diversité, des audits indépendants et des campagnes de sensibilisation. Ces changements ne se limitèrent pas à Étoile d'Azur. L'incident du vol 128, amplifié par les réseaux sociaux, déclencha une onde de choc mondial. Sur Twitter, #JusticePourClaire devint un cri de ralliement, accompagné de récits personnels de discrimination dans les aéroports du monde entier. Une femme sénégalaise raconta avoir été fouillée 3 fois à Roissy pour un contrôle aléatoire. Un homme d'origine indienne décrivit comment il avait été interrogé sur son billet de première classe à Londres. Ces histoires, autrefois étouffées, trouvèrent une voix collective. À Paris, Claire rencontra un groupe de militants, dont Fatima, une activiste de banlieue qui dirigeait une association pour les droits des voyageurs. Âgée d'une 40aine d'années, avec un hijab coloré et une énergie débordante, Fatima avait elle-même été victime de discrimination aérienne. « Votre histoire, Madame Dubois, nous donne de l'espoir », dit-elle lors d'une réunion dans un café du 18e arrondissement. Mais l'espoir doit devenir action. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour une campagne nationale, « Voler sans peur », qui visait à sensibiliser les voyageurs à leurs droits et à exiger des comptes des compagnies aériennes. Un autre acteur clé émergea. Élise, la fille de Claire, une étudiante de 20 ans en droit à la Sorbonne. Inspirée par le courage de sa mère, Élise décida de consacrer sa carrière à la lutte contre les injustices systémiques. Lors d'un dîner dans leur appartement parisien, elle confia à Claire « Maman, tu ne m'as jamais dit que je ne pouvais pas réussir dans des espaces où on ne veut pas de nous. Tu m'as montré comment changer ces espaces. » Aïe. Claire, émue, posa une main sur celle de sa fille. « Élise, le vrai pouvoir, c'est de transformer la douleur en progrès. » Quelques mois plus tard,
Élise rejoignit un programme de formation pour jeunes juristes soutenu par le règlement d'Étoile d'Azur qui offrait des bourses à des étudiants issus de milieux sous-représentés. Elle rêvait de devenir avocate, comme Amélie, et de défendre ceux que le système ignorait. Les réformes dans l'industrie aéronautique prirent forme avec une rapidité remarquable. Étoile d'Azur, sous la pression publique, mit en place un système de traitement des passagers anonymes où les sièges et les surclassements étaient attribués selon des critères objectifs, statut de fidélité, historique de dépenses, éliminant les jugements subjectifs qui avaient permis les discriminations. Un système de signalement anonyme, accessible via des QR codes sur les billets et les écrans en vol, fut déployé. En un mois, les signalements augmentèrent de 350%, non pas parce que les incidents s'étaient multipliés, mais parce que les passagers croyaient désormais que leurs plaintes seraient prises au sérieux. Les vidéos de sécurité, autrefois perdues dans des pannes techniques opportunes, étaient désormais automatiquement archivées dès qu'une plainte était déposée. Cette mesure, initialement combattue par les compagnies pour des raisons de coût, devint obligatoire après que 3 transporteurs majeurs constatèrent une baisse de 65% des plaintes pour discrimination en 3 mois. Le comportement changeait lorsque la responsabilité devenait inévitable. Un autre changement fut la diversification des effectifs. Étoile d'Azur lança une initiative de recrutement visant à embaucher davantage de personnes issues de minorités, notamment dans les postes de direction. L'industrie, qui s'était longtemps enorgueillie d'un « certain look », un euphémisme pour des pratiques d'embauche exclusive, commença à valoriser la diversité dans ses campagnes publicitaires. Ce qui avait débuté comme une gestion de crise se transforma en avantage compétitif. Les compagnies avec des équipes diversifiées enregistraient des scores de satisfaction client plus élevés et moins de plaintes. À l'Académie de l'aviation de Toulouse, Claire s'adressa à une promotion de futurs pilotes, hôtesses et contrôleurs aériens. « L'autorité exige la responsabilité », leur dit-elle, sa voix retransmise en direct dans les écoles d'aviation du pays. « Le pouvoir que vous aurez sur les passagers, sur leur sécurité, sur leur dignité, implique l'obligation de l'exercer équitablement. Votre uniforme n'est pas un bouclier contre les conséquences, mais un rappel visible de votre devoir envers ceux que vous servez. » Parmi l'audience, plusieurs visages familiers, des passagers du vol 128, désormais employés comme officiers de conformité dans l'industrie. Leur expérience de la discrimination s'était muée en expertise pour la prévenir, leur douleur en mission. Sophie Garnier, quant à elle, suivait un chemin de rédemption incertain. Dans un centre de formation à la sensibilisation aux biais, elle participait à des sessions aux côtés d'autres personnes ayant abusé de leur autorité, des policiers ayant profilé des conducteurs, des enseignants ayant puni des élèves minoritaires de manière disproportionnée, des managers ayant créé des environnements de travail hostiles. Assise en cercle, Sophie, autrefois si sûre d'elle, écoutait les récits des autres, confrontée à ses propres préjugés. Lors d'une session, elle prit la parole, la voix tremblante. « Je pensais que je maintenais des standards, » admit-elle. « Je ne voyais pas mes actions comme discriminatoires. Je les voyais comme... normales. » Ce fut un premier pas, fragile mais réel. Elle commença à écrire des lettres, à Claire, aux passagers du vol 128, à d'anciens collègues de couleur dont elle avait ignoré les plaintes. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, » écrivit-elle à Claire, « mais je peux le reconnaître, sans excuse ni justification. » Claire ne répondit pas directement, mais elle lut la lettre, notant la douleur sincère qui s'en dégageait. Pour elle, la transformation de Sophie importait moins que celle de l'industrie, mais elle voyait dans ces mots un signe que le changement, même individuel, était possible. 1 an après l'incident, les passagers du vol 128 se réunirent dans un hôtel près de l'aéroport Charles de Gaulle, une rencontre organisée initialement pour un documentaire, mais qui devint une réflexion collective. Marc, l'homme d'affaires, partagea comment il était devenu plus attentif aux injustices dans son entreprise, intervenant désormais lorsqu'il voyait des collègues ignorés ou marginalisés. « Avant,
je me taisais, dit-il. Je pensais que ce n'était pas mon combat. Maintenant, je sais que le silence est une forme de complicité. La femme en 4C, une enseignante à la retraite, raconta comment elle utilisait l'histoire de Claire dans ses cours pour sensibiliser ses élèves aux biais implicites. Antoine, l'étudiant en droit, désormais stagiaire dans le cabinet d'Amélie, expliqua comment il avait créé un blog pour documenter les discriminations dans les transports. Camille, l'hôtesse, avait quitté Étoile d'Azur pour rejoindre une ONG luttant contre les discriminations dans les services publics. Ce jour-là, j'ai appris que ne rien faire, c'est choisir un camp, dit-elle, les yeux brillants. Claire, présente à la réunion, écoutait, émue par l'impact de son combat. Elle prit la parole en dernier. Ce qui s'est passé sur ce vol n'était pas exceptionnel, dit-elle. Des milliers de personnes vivent des discriminations similaires chaque jour. Mais pour une fois, les conséquences ont suivi. Pour une fois, la justice n'a pas été retardée ni niée. C'est cela, notre victoire, non pas ma victoire, mais la nôtre. Elle leva les yeux vers Élise, assise au premier rang, qui lui adressa un sourire fier. À ses côtés, Fatima, l'activiste, hocha la tête, un signe de solidarité. Lucas, le journaliste, filmait la scène, son documentaire presque achevé, prêt à être diffusé sur une chaîne internationale. L'industrie aéronautique, un an plus tard, était méconnaissable. Les QR codes pour signaler les abus étaient omniprésents. Les formations anti-biais obligatoires pour tous les employés, des bagagistes aux cadres. Les compagnies concurrentes, voyant le succès des réformes d'Étoile d'Azur, adoptèrent des mesures similaires, craignant d'être les prochaines cibles d'un scandale. À Roissy, un programme pilote fut lancé pour former des équipages multiculturels, avec des instructeurs comme Camille, désormais formatrice. Élise, de son côté, intégra une équipe de recherche sur les biais algorithmiques dans les systèmes de réservation, déterminée à éliminer les discriminations invisibles. Même Sophie, après avoir purgé ses heures de travaux d'intérêt général, trouva un rôle modeste comme bénévole dans une association communautaire où elle apprenait, lentement, à écouter plutôt qu'à commander. Le véritable changement, cependant, se mesurait dans les détails du quotidien. Les voyageurs, autrefois résignés à des fouilles aléatoires ou à des regards suspicieux, abordaient désormais les aéroports avec une confiance nouvelle. Les plaintes, lorsqu'elles survenaient, étaient traitées avec sérieux, les vidéos archivées, les responsables sanctionnés. La confiance, si longtemps érodée par les abus d'autorité, se reconstruisait, non pas par des promesses, mais par des preuves tangibles que la justice s'appliquait à tous, quel que soit l'uniforme ou le titre. L'histoire de Claire Dubois, née d'une gifle entendue à travers le monde, était devenue une révolution silencieuse, une révolution qui redéfinissait qui appartenait où, qui décidait, et ce qui se passait lorsque le pouvoir rencontrait la responsabilité. Dans un aéroport désormais transformé, Claire monta à bord d'un autre vol Étoile d'Azur, cette fois sans incident. Assise en 2A, elle ouvrit son carnet, un nouveau, vierge, prêt à accueillir les prochaines batailles. Car si la justice avait triomphé ce jour-là, elle savait que d'autres combats l'attendaient, dans d'autres cabines, d'autres tribunaux, d'autres vies. Mais pour l'instant, elle ferma les yeux, laissant le ronronnement des moteurs l'apaiser, certaine que, quoi qu'il arrive, elle ne serait plus jamais seule. L'histoire de Claire Dubois, dans Un scandale dans les airs, est bien plus qu'un simple récit d'injustice. C'est une parabole moderne sur la résilience, la responsabilité et la nécessité de confronter les préjugés dans les systèmes qui façonnent notre quotidien. En tant que Française, élevée dans une culture qui valorise la liberté, l'égalité et la fraternité, je trouve cette histoire profondément résonnante, car elle met en lumière les écarts entre ces idéaux et la réalité. À travers le prisme de la culture française, où la politesse, la rationalité et le respect des institutions sont des piliers, l'expérience de Claire nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la lutte contre l'injustice, que ce soit dans un aéroport, un bureau ou une salle de classe. Voici mes réflexions sur ce que cette histoire nous enseigne et comment ces leçons peuvent être appliquées dans notre vie quotidienne, suivies d'un appel à l'action pour amplifier ce message. Tout d'abord, l'histoire de Claire
souligne l'importance de la dignité face à l'adversité. Malgré les humiliations répétées, des contrôles aléatoires à la gifle infligée par la capitaine Sophie Garnier, Claire reste calme, mesurée, presque stoïque. Cette retenue n'est pas une faiblesse, mais une force, un choix délibéré de ne pas céder à la provocation. En France, où l'élégance dans le comportement est souvent valorisée, cette attitude incarne une forme de maîtrise de soi qui transcende la colère. La leçon pour nous est claire. Face à l'injustice, garder son sang-froid permet de conserver le contrôle de la situation. Dans ma vie, cela signifie répondre aux conflits, qu'ils soient professionnels ou personnels, avec une clarté d'esprit qui désarme les agressions. Par exemple, au travail, face à un collègue qui fait une remarque déplacée, au lieu de réagir impulsivement, je peux choisir de poser une question posée, comme Claire l'a fait. Que voulez-vous dire par là? Cette approche, ancrée dans la rationalité, force l'autre à confronter ses propres préjugés. Ensuite, l'histoire met en lumière le pouvoir des alliés inattendus. Les personnages comme Antoine, l'étudiant qui filme l'incident, ou Camille, l'hôtesse qui témoigne malgré les risques, montrent que le changement commence souvent par des gestes courageux de personnes ordinaires. En France, où l'individualisme peut parfois prédominer, cette solidarité spontanée est un rappel de la force collective. Nous avons tous été témoins d'une injustice, un commentaire raciste dans le métro, une discrimination dans un magasin, et trop souvent, nous choisissons de détourner le regard. La leçon ici est que l'inaction est une forme de complicité. Appliquer cela dans ma vie quotidienne, c'est oser intervenir, même de manière discrète. Signaler un comportement inapproprié à un supérieur, soutenir un collègue marginalisé ou simplement poser une question pour briser le silence. Comme Marc, l'homme d'affaires qui demande de l'eau pour Claire, un petit geste peut faire basculer une situation. Un autre enseignement majeur est la valeur de la documentation et de la persévérance. Claire, avec son carnet, note chaque détail de l'incident, une pratique issue de son expérience de magistrate. En France, où la bureaucratie et les processus formels sont omniprésents, cette attention aux preuves est cruciale. Elle nous rappelle que pour combattre l'injustice, il faut des faits, pas seulement des émotions. Dans ma vie, cela se traduit par une vigilance accrue. Garder des traces écrites d'interactions problématiques au travail, noter les incidents dans des espaces publics ou encourager d'autres à documenter leurs expériences. Cette rigueur, bien que parfois laborieuse, est une arme puissante pour exiger des comptes, que ce soit auprès d'une entreprise, d'une institution ou même d'un voisin. L'histoire met également en évidence la nécessité de réformer les systèmes, pas seulement de punir les individus. La condamnation de Sophie Garnier est satisfaisante, mais ce sont les changements structurels, formation anti-biais, système de signalement anonyme, diversification des équipes, qui garantissent un avenir plus équitable. En France, où les institutions sont souvent perçues comme rigides, cette leçon est particulièrement pertinente. Elle nous pousse à questionner les règles implicites qui régissent nos espaces. Pourquoi certaines personnes sont-elles systématiquement soupçonnées dans les magasins? Pourquoi les promotions semblent-elles favoriser certains profils? Appliquer cette leçon, c'est s'engager dans des actions concrètes. Proposer des formations sur la diversité dans mon entreprise, soutenir des politiques inclusives dans mon école ou voter pour des dirigeants qui priorisent l'égalité. Enfin, l'histoire de Claire est un appel à transformer la douleur en progrès. Sa fille, Élise, inspirée par sa mère, choisit de devenir avocate pour défendre les marginalisés. Ce choix reflète une valeur française profonde, la capacité à tirer du sens des épreuves. Dans ma vie, cela signifie transformer les moments d'injustice en opportunités d'apprentissage. Si je suis témoin d'un acte discriminatoire, je peux en parler autour de moi, organiser une discussion communautaire ou écrire un article pour sensibiliser. Comme Claire, je peux utiliser mon expérience pour éduquer et inspirer, plutôt que de me laisser submerger par la colère ou le découragement. En conclusion, un scandale dans les airs nous enseigne que la justice n'est pas un accident.
Elle exige du courage, de la persévérance et une volonté collective de changer les règles du jeu. En tant que Français, nous sommes fiers de nos valeurs républicaines, mais cette histoire nous rappelle que ces valeurs doivent être défendues activement, chaque jour, dans les petits et grands moments, que ce soit en gardant notre calme face à l'adversité, en soutenant ceux qui sont injustement traités, en documentant les faits ou en poussant pour des réformes systémiques. Nous avons tous un rôle à jouer. Claire Dubois nous montre que le pouvoir véritable réside dans la capacité à transformer l'injustice en un levier pour un monde plus juste. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir à votre propre rôle dans la lutte contre l'injustice, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton J'aime pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que le message de Claire se propage. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires qui explorent le courage et la résilience face à l'adversité. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Claire? Avez-vous été témoin d'une injustice? Partagez vos pensées, vos expériences, et ensemble, continuons à faire entendre la voix de la justice. Have justice pour Claire.